Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Naparté. C'est un homme qui se prévaut de l'appartenance à deux pays, le Maroc et la France, un artiste qui ne se présente plus et qui s'est construit entre son pays d'origine, le Maroc, et son pays d'accueil, la France. Son histoire est celle d'un martyrisé qui s'est accroché à l'art pour survivre. Une survie qui s'est transformée avec le pinceau et le labeur en une vie de rêve. Il le sait et sans cesse en remercie Dieu pour ses dons. Il a le don de la peinture, de la parole et de l'action en faveur des nobles causes. Nous recevons Mehdi Rouhtbi, président de la Fondation des musées, avant tout peintre dont la renommée a dépassé les frontières. Mehdi Rouhtbi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Mehdi Rouhtbi, l'homme qui a tracé son parcours de peintre en France et au Maroc, entre le Maroc et la France, qui est le pays qui vous a le plus construit? Écoutez, je crois que d'abord je vais rectifier un point essentiel. La France, c'est mon pays d'adoption et non pas simplement autre chose. C'est un pays qui m'a donné ma dignité d'homme. Car quand à l'époque, ce n'est pas aujourd'hui, à l'époque, on vous demandait toujours, vous êtes le fils de qui? Fils de qui? Dans le langage usuel. Tamnin, Wildman. Vous êtes le fils de qui? Voilà. Et donc, la France ne m'a pas demandé tout cela. Et ils m'ont ouvert les portes. Et ils m'ont donné la chance de m'épanouir. La chance d'exister sans que j'aie un pédigré. Et aussi, c'est vrai que j'ai tout connu dans ce pays. Et donc, je suis reconnaissant à la France. Et je suis reconnaissant aussi au Maroc de m'avoir donné la vie. Voilà, le Maroc et la France. Et puis en France, c'est là où vous avez commencé votre carrière artistique. Quelles sont les personnes qui vous ont tendu la main pour pouvoir un petit peu arriver à cette réussite qui est la vôtre aujourd'hui? Écoutez, il y a une chose, je suis heureux de la question car je suis un homme de reconnaissance. J'aime avoir une reconnaissance à l'égard de toutes ces personnes qui ont parsemé mon existence en me tendant la main. Je suis reconnaissant d'abord à Hardan de m'avoir en quelque sorte adopté, une forme d'adoption. Vous racontez que vous êtes allé il y a des années vers lui pour lui demander de l'aide. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui va répondre à votre question. J'ai demandé à Hardan il y a quelques années, je faisais un petit livre qui s'appelait Palette d'une vie pour essayer aussi de penser et de cicatriser les blessures du passé. La meilleure façon, c'est de pouvoir revoir se dérouler le film de mon existence et de ma vie. Et donc, je suis allé voir Hardan, je lui ai dit, écoute, j'écris un livre et je voudrais savoir pourquoi tu m'as tendu la main. Et il me dit, tu es le seul à l'époque qui est venu me voir, pas pour me demander de l'argent comme la plupart des petits gosses qui couraient les rues à l'époque, mais tu m'as demandé du travail pour une de tes sœurs adoptives. Et ça m'a impressionné. Et c'est pour cela que je t'ai demandé le lendemain de venir me voir, parce que j'étais très surpris. Et ma femme et moi, ça nous a fait sourire. Voilà, et depuis ce jour-là, c'est pour cela que j'étais réellement pris dans la famille. Il n'y a que Hardan qui... Ah non. Alors, écoutez, ils sont nombreux, je ne peux pas. Mais je vais vous dire ceux qui ont été essentiels dans mon existence. D'abord, il y a Hardan. Bien évidemment, Assia et Moulay Ahmed Alaoui, qui ont été déterminants. Pourquoi? Parce que Assia et Moulay Ahmed m'ont pris la main. Moulay Ahmed m'a pris par la main et il m'a amené pour voir Sa Majesté Hassan II. Et ça, c'est la transformation de mon existence, de ma vie tout entière, et d'avoir eu la chance de connaître un être d'exception, un être que j'aimerais tant que le monde entier connaisse comme je le connais, humaniste, humain, profondément juste, avec une vision anticipatrice et une humanité extraordinaire qui est Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Voilà. Et puis aussi, alors vous avez rencontré aussi des personnes qui ont compté pour vous et qui comptent toujours, j'imagine, à Toulouse, à Paris.
Ah, bien évidemment, j'avais mon ancien professeur qui a joué un peu le rôle du père que je n'avais vraiment pas réellement eu. Pas simplement que j'étais pas... mon père n'était pas mort, mais il y avait une forme de mort par la violence qu'il utilisait que je ne comprenais pas. Le langage de la violence, je ne l'ai jamais compris, même aujourd'hui. Je comprends que le message de l'amour et de la paix entre les êtres. Et quel rôle a joué, je dirais positivement, même si vous en parlez quelque part négativement, je parle de votre père, il a été violent avec vous, mais quelque part, sans cette violence, peut-être qu'on n'aurait pas le Mehdi Khotbi d'aujourd'hui? Écoutez, je me dis ça tout le temps. Ça vous a construit quelque part? Bien évidemment, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait passer par tout ce parcours de la vie, et qui a fait que je connais la valeur de chaque chose. C'est-à-dire quand quelqu'un me sourit, j'essaie à mon tour de lui sourire. J'essaie à mon tour aussi de sourire aux autres. J'essaie de donner un billet pour aider, pour acheter un morceau de pain, parce que j'avais manqué de pain. J'essaie de voir comment je peux. C'est pas toujours facile et je voudrais quand même un peu vous dire quelque chose. On me voit à la télévision parler comme je vous parle aujourd'hui sincèrement. Et après, je reçois plein de messages, vous disant « aidez-moi ». Je ne peux pas aider tout le monde. J'ai ma propre famille à aider. Donc il faut que les téléspectateurs comprennent que même si je raconte ma vie et le parcours que j'ai eu, je ne peux pas aider tout le monde. J'ai d'abord mes frères et sœurs que j'ai aidés, que je continue à aider et à soutenir. Alors, je voudrais vraiment axer sur cette question des souffrances que vous avez endurées. Est-ce que c'était quelque chose en fait qui vous a... c'est toujours traumatisant ou vous avez déjà dépassé cela? Je parle en fait des rapports que vous aviez avec votre père. Écoutez, je crois que l'enfance, c'est les fondements même de la maison personnelle, de ce qu'on est. Je reste toujours quelqu'un de craintif, malgré la force que je peux, car aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir réfléchir, de pouvoir me poser des questions, mais je reste toujours craintif. Imaginez, j'ai dormi un jour dans la rue. Ma mère, que Dieu lui pardonne, m'avait laissé dormir dehors, alors que j'avais peut-être 4-5 ans. Avec pieds nus, j'avais froid. Elle l'a fait peut-être en disant que ça va être une leçon. C'était une punition, j'imagine. Peut-être. Mais moi, ça m'a traumatisé à vie. Imaginez que j'ai de quoi vivre. J'ai au logé, Dieu merci, le bon Dieu m'a gâté au-delà de mon imagination, mais je continue toujours à craindre de dormir dans la rue. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes un peintre connu, en fait. Comment pouvez-vous nous décrire votre carrière en fait de peintre en couleur? Écoutez, d'abord la peinture, la couleur, parce que ça, c'est très important. La couleur, c'est la vie. C'est blanc, c'est rose, c'est... La couleur, c'est la vie. Et je trouve que le bon Dieu m'a donné cette large palette pour égayer ma vie, pour la rendre encore plus belle. Et à chaque jour que Dieu fait, je rajoute une petite touche de couleur qui fait que c'est des couleurs que je ne connaissais pas et que je découvre. Et par la même occasion, je communique ces couleurs que je découvre aux autres et je les rends, j'espère, aussi heureux que moi. Alors aujourd'hui, vous êtes le président de la Fondation des musées du Maroc. Alors, bilan et objectif en même temps. Écoutez, je peux vous dire qu'en 5 ans, parce que vraiment, ça fait à peu près 8 années, 7 ans exactement que Sa Majesté m'a nommé. La fondation a été opérationnelle au bout de 5 ans, car il n'y avait rien, il fallait tout construire. Et comme je ne suis pas un homme de l'administration, ni un homme des bureaux, donc j'étais obligé de tout imaginer, et parfois de faire des erreurs de choix. Mais aujourd'hui, quel bonheur de travailler avec une équipe magnifique et que je suis en train encore d'améliorer. Mais en même temps, je m'améliore avec elle. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ces 5 ans, pendant ces 5 ans? Vous imaginez, nous avons partagé avec tous les Marocains
la lumière, la beauté. Imaginez qu'on est le seul pays sur ce continent à avoir fait venir Picasso, à avoir fait venir les impressionnistes, à avoir fait venir Matisse, Braque, Miro, Dali, et même le peintre espagnol Goya. C'est impensable, c'est quelque chose qui n'était pas imaginable. Et aujourd'hui, on cueille les fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est la fréquentation. Imaginez, en un mois et demi, plus de 100 000 visiteurs. Qui aurait pu imaginer que des Marocains de toutes conditions puissent venir prendre le chemin des musées et des salles d'exposition? C'est ça la lumière. Et ça répond aussi au vœu de Sa Majesté de démocratiser la culture, de la rendre accessible et la connaissance de notre patrimoine très très riche. Voilà, et certains verront en fait dans cette lumière que vous essayez en fait de propager et faire en sorte qu'elle touche tous les Marocains, certains verront que c'est un luxe, que beaucoup de Marocains n'atteindront pas ou n'assimileront pas. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je vous ai répondu par on est à plus de 100 000 visiteurs en un mois et demi. C'est la seule réponse que je peux vous donner, ça veut dire que les Marocains, quand on va leur donner la beauté, ils suivent la beauté. L'être humain, l'individu en général, aime le beau. Donnez-lui le beau par les mots. Les beaux parce qu'il doit voir. Le beau parce qu'il doit entendre. Le beau parce qu'il doit sentir. Et vous verrez que vous trouverez un être. Un autre être. Vraiment, c'est en relation directe avec la question suivante, c'est-à-dire quel besoin le Marocain aujourd'hui a-t-il de l'art dans son quotidien? Pourquoi a-t-on besoin de consommer de l'art? C'est une question peut-être à les... Pardonnez-moi, ce qui nous différencie, pardonnez-moi, de ce parallèle. Moi, je parle de cet art plastique qui... L'art en général, la culture. Je parle de l'art plastique non, mais la culture. Moi, je préfère... La culture en général. La culture en général. Je vais vous parler de moi-même d'abord. Quand je visite une exposition, ce que je fais souvent, quand j'écoute un concert de musique, quand je lis un livre, quand j'écoute la belle poésie, quand je regarde un film, ma vision, mon esprit, ma personne change. Et c'est important dans la vie au quotidien des Marocains. Quel regard portez-vous sur la scène culturelle marocaine? La trouvez-vous exemplaire, présentant des lacunes par exemple? Je vais vous dire... Je parle cinéma, peinture, chanson. Je trouve depuis l'accession sur le trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI, la scène culturelle, et je parle au sens large du terme, a complètement changé. Quand vous voyez Mawazine avec autant de monde, quand vous voyez par exemple les concerts, quand vous voyez aujourd'hui les expositions, quand vous voyez les films, je vois par exemple la carte blanche qu'on a donnée à Nargis El-Nejar au musée à l'occasion de la Biennale. Mais on est obligé de refuser du monde. C'est impressionnant. C'est quelque chose qui est inimaginable. Donc ça veut dire que les gens sont en quête et à la recherche d'aller voir la culture. Et aujourd'hui, la culture est à leur portée. Ça répond peut-être pas à ma question. Est-ce que vous avez des critiques à faire à cette scène culturelle marocaine? Comment elle est... Je parle des artistes. Est-ce qu'ils ont besoin de... Qu'est-ce que vous pensez en fait de leurs travaux? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire quelque chose... Le cinéma marocain, le théâtre. Qui me paraît essentiel. Aujourd'hui, nous avons des artistes exceptionnels. On a une scène artistique merveilleuse. Je parle nationale. Quand vous voyez, par exemple, hier, j'ai eu la visite du vice-premier ministre de Singapour, qui ont des musées partout, qui était impressionné par cette carte blanche qu'on a donnée à Mohamed Libez, qui a réuni que des Marocains dans le cadre de la Biennale. Quelle merveille, quelle fierté, quelle beauté de voir ça et d'être fier de montrer la qualité. Vous avez des cinéastes marocains aujourd'hui qui sont
cités et sélectionnés et primés dans le monde. Vous avez des musiciens. Des acteurs. Vous avez... De quoi voulez-vous avoir d'autre? Je veux dire, il y a une scène aujourd'hui qui évolue merveilleusement bien et il faut au contraire l'encourager. Et l'encourager par des entretiens comme celle-ci pour qu'un responsable modeste comme moi puisse encore dire « mais c'est merveilleux, continuez ». Parce que c'est ce qu'ils font qui fait que les musées aujourd'hui puissent montrer des belles choses. Alors, je voudrais qu'on sorte un petit peu en fait de l'art pour parler en fait de ce débat très insistant en France sur le voile. Est-ce que vous y voyez une sorte d'islamophobie? Comment l'appréhendez-vous? Ah, écoutez, je pense sincèrement que les journalistes peut-être n'ont pas grand-chose à faire pour s'occuper des affaires qui ne relèvent que de l'individu. Je vais vous raconter quelque chose. Je fais ma prière, je suis musulman. J'étais élevé dans l'islam. J'étais nourri au sein de l'islam. Je fais ma prière, mais ça ne regarde que moi. Je ne l'imposerai jamais aux autres. Et je voudrais que les autres n'imposent pas ni leur vision, ni quoi que ce soit. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut au contraire, surtout dans mon second pays, la France, qu'il faut contribuer à, au contraire, adapter, prendre ces gens-là qui veulent s'intégrer. Il faut faire un travail d'intégration plutôt qu'un travail d'exclusion. C'est un travail qui incombe à qui? À tout le monde. Et à la presse en particulier. Aujourd'hui, quand vous ouvrez une télévision française, vous trouvez que des personnes qui vont aller vers le refus de l'autre. La stigmatisation de l'autre. La stigmatisation de l'autre. Et on n'en a pas besoin. Vous savez, je pensais que l'histoire ne se refaisait pas, je veux dire, les affres, les douleurs, la souffrance de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai connu la Seconde Guerre mondiale à travers les lectures, à travers les récits de ces gens-là qui ont été dans les camps de concentration. Et je pensais qu'avec l'évolution d'aujourd'hui, avec aussi le savoir, on parlait tout à l'heure de lumière, qui est la culture, je pensais que ça ne pouvait jamais être remis sur la table. Mais on se rend compte que toute crise oblige les gens à se replier sur eux-mêmes. Il faut espérer que la culture, qui est notre, qui va nous sauver. Il faut appuyer sur ce langage de la culture, du respect de l'autre. Voilà. Il y a aussi un autre débat en fait très persistant en France, c'est en fait le débat sur l'immigration. Vous étiez un immigré dans une vie antérieure, vous avez essayé de gagner la France, c'était encore plus facile à l'époque. Aujourd'hui, des dizaines de personnes périssent en Méditerranée et ailleurs. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Écoutez, ça m'inspire d'abord de la compassion, car je me mets à leur place. J'étais avant eux un émigré, mais il n'y avait pas autant de difficultés. Vous racontiez que vous avez immigré avec en poche 100 dirhams, je pense. Je pense 3 dirhams. 3 dirhams. Ouais, vous avez vendu une toile. Depuis l'époque, vous avez vendu les 3 dirhams sont devenus, voilà. les 3 dirhams sont devenus 100 dirhams. J'ai lu ça dans un entretien où vous disiez que vous avez vendu une toile et ça vous a rapporté 100 dirhams et c'est cet argent-là qui vous a permis en fait d'aller je pense que en France. La personne qui a écrit ça avait un peu extrapolé, non. On va 100 dirhams ou 3 dirhams, c'est peu d'argent. Non, c'est peu d'argent. En fin de compte, rapidement, les 100 dirhams n'ont pas été le fruit d'une vente, mais plutôt c'était l'ancien ambassadeur d'Italie qui m'a dit, je lui avais dit, j'ai trouvé une famille qui pouvait me faire traverser. À l'époque, on pouvait traverser normalement. Et elle demandait 100 dirhams. Il me les a donnés lui-même. La première vente que j'ai eue, c'était grâce au grand peintre Gherbaoui qui m'a fait vendre mes 2 premières peintures. Donc, mais pour revenir à cela, c'est vrai
je suis extrêmement malheureux quand j'apprends tous les jours ces jeunes qui plongent dans l'eau pour pouvoir traverser et qui, au péril de leur vie, alors qu'aujourd'hui, on dit que tout s'est démocratisé, même les transports aériens, mais des murs se sont élevés pour empêcher ces liens entre les peuples et entre, je dirais, les continents. Voilà. Il faut surtout dire à ces jeunes que l'espoir, c'est ici, dans notre pays, dans nos pays. Et ce n'est pas en fuyant qu'on peut gagner quoi que ce soit, parce que la vie, là-bas, quand je les vois dans la rue, quand je les vois en train de ramasser pour manger dans les poubelles, quand je les vois comment ils sont maltraités, je me dis, mais mon Dieu, il faut contribuer à construire l'espoir dans nos pays, mais aussi, ça incombe aux politiques, aux responsables politiques, de donner l'espoir. Car aujourd'hui, il y a, c'est une évidence, une faillite en ce qui concerne l'éducation. Et il faut reprendre les choses, car l'éducation est essentielle et l'espoir est primordial. Il faut que les gens qui ont les moyens puissent contribuer à partager, à ne pas mépriser ceux qui n'ont rien. Je voudrais aussi qu'on évoque en fait rapidement ce débat sur l'éducation au Maroc, mais avant cela, j'aimerais bien poser une dernière question en fait sur cette Europe, cette montée en fait de l'extrême droite. Est-ce que l'Europe est devenue moins humaniste qu'avant? Écoutez, l'Europe que j'ai connue n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, car aujourd'hui, vous avez cet extrémisme qui se fait entendre beaucoup plus que les gens qui sont les vrais Européens, les humains, les humanistes, les gens qui ont, je dirais, cette humanité qui a fait qu'ils m'ont tendu la main et qui m'ont donné à la fois de quoi manger, l'espoir d'un travail, l'espoir d'être reconnu en tant qu'artiste, c'est vrai. Mais je suis un homme optimiste. Je pense que ça va être passager. Je pense que la réalité de tous ces gens, de toute cette Europe qui était un continent d'accueil, un continent d'où les droits de l'homme sont partis. L'essence même des droits de l'homme sont partis de la France, de la Révolution française, et je pense sincèrement que les choses vont changer. Il faut aussi, nous-mêmes, il faut qu'on change. Et puis, vous disiez que... Attendez, pardonnez-moi, parce que c'est très très important. Je sais que ça va déplaire à certains. Il faut nous-mêmes aussi, qui partons dans ces pays, ne nous considérons pas comme un pays qui nous est acquis. Parce que nous ne sommes que des invités. Le comportement de certains de mes compatriotes est affligeant. Car le respect, quand on va chez quelqu'un, c'est de respecter sa maison. Quand je vais en France, alors que j'ai mes enfants qui sont français, j'ai vécu 37 ans en France, j'y vis à peu près tous les mois, je continue à me considérer comme un invité. Voilà, dernière question, en fait, rapidement. Vous parliez de l'éducation au Maroc, c'est un débat qui est très houleux. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir un petit peu produire un enseignement de qualité qui va, de son côté, produire des Marocains de qualité? Écoutez, il faut d'abord que certains responsables qui prennent l'arabisation à outrance, que l'arabisation, vous puissiez leur dire, regardez devant vous, la plupart mettent leurs enfants dans les établissements européens. Il faut que ces gens-là comprennent, parce qu'ils sont responsables, que l'ouverture du monde, c'est de connaître un maximum de langues. C'est ça la clé de voûte et la clé de l'espoir. Et pour qu'on puisse connaître, je reconnais qu'il faut connaître sa propre langue, mais il faut s'ouvrir sur les autres langues. Ne pas dire qu'on ne doit pas apprendre le français, on ne doit pas apprendre l'anglais.
c'est une erreur, il y a un crime, et je pèse mes mots. Voilà. Voilà, c'est la fin de ce 8e épisode d'un aparté. Mehdi Routobi, merci. C'est moi qui vous remercie, j'étais heureux de passer un moment avec vous. Nous aussi. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Au revoir.